La CEDEC Montréal-Nord présente la Semaine de la culture entrepreneuriale. Présentée en collaboration avec l'arrondissement de Montréal-Nord. L'entrepreneuriat au féminin. Découvrir le dynamisme entrepreneurial des femmes issues de la diversité avec Dorothy Rowe, Indira Moudi et Khadija El Bouali. Bonjour à tous et bienvenue à la Semaine de la culture entrepreneuriale avec la CEDEC de Montréal-Nord. Mon nom est Josette Garot, je suis entrepreneur, coach et formatrice et j'ai le privilège aujourd'hui d'animer un panel avec 3 entrepreneurs qui m'inspirent énormément. Nous avons aussi un public en salle. Je vous demanderai d'accueillir chaleureusement, s'il vous plaît, faites du bruit. Merci. Donc, nous sommes en Facebook Live également. Vous aurez l'opportunité, après cette heure de questions de ma part, de poser aussi vos questions. Donc, je vous invite à poser les questions dans le chat, ceux qui sont en ligne, et ceux qui sont dans la salle également, préparez vos questions parce que vous aurez le micro à la fin de ma présentation et de la présentation des panélistes. Donc, sans plus tarder, je vous présente, comme je vous l'ai dit, 3 entrepreneurs très dynamiques, issus de la diversité, mais avant tout des entrepreneurs qui, on peut dire, qui bousculent les frontières de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai à ma gauche ici Mme Indira Moudi de l'entreprise des viandes La France, de la compagnie des viandes La France, pardon, Mme Khadija El Bouali de Kousmous La Chef et mon amie Dorothy Rowe de l'entreprise Audace, de l'organisme Audace au féminin. Je vais les vous voyer en posant des questions. Je vais essayer d'être professionnelle et de ne pas les tutoyer, mais ça se peut qu'on se tutoie, mesdames. D'accord? Donc, bienvenue et merci d'être présente, d'avoir fait cette longue route pour venir avec nous ici à Montréal-Nord. Merci. Donc, puisque tu es à ma gauche, déjà, je commence le tutoiement. Puisque tu es à ma gauche, Indira, je vais commencer avec toi. Comme j'ai mentionné en introduction, tu es la propriétaire de la compagnie Les Viandes La France, une entreprise qui est à Shawinigan, en Mauricie, qui existe depuis 1929. Peux-tu nous expliquer ton parcours? Tout d'abord, merci de nous inviter à cet événement important. Je suis très contente d'être avec mes amis Dorothy et Khadija, vraiment. Et j'espère vraiment que vous prendrez de ces échanges quelque chose qui vous inspirera et qui vous aidera dans votre parcours entrepreneurial. C'est très important. Donc, mon parcours est assez simple. J'ai grandi à Montréal. J'ai fait l'école Jean de Brébeuf, puis Polytechnique de Montréal, où j'étais ingénieur industriel. Et je suis partie dans des entreprises pour apprendre le métier. Donc, j'ai eu vraiment de belles opportunités de carrière. Ce qui a marqué le pas dans ma carrière, c'est quand même la stabilité. Dans ma première, c'est quelque chose que j'en parle parce qu'aujourd'hui, quand on prend des CV, bien souvent, on voit que les personnes restent 1 an, 2 ans dans une entreprise. Je suis restée 11 ans dans ma première entreprise, qui est une multinationale dans le domaine de l'énergie. Et l'opportunité que j'ai eue, c'est de pouvoir faire plusieurs fonctions. J'ai commencé par ingénieur terrain, puis ma première poste de responsabilité au bout de 2 ans, qui était sur un pays, puis après une deuxième poste de responsabilité qui était transversale en dehors d'être des directeurs des opérations. J'ai géré au niveau du recrutement plusieurs continents, puis après j'ai géré à la direction générale plusieurs pays stratégiques, puis après j'ai géré des manufactures du point de vue qualité, santé, sécurité environnementale et action sociétale. Après avoir fait donc le terrain et diverses fonctions transverses, opérationnelles, finances, ça te donne un bagage qui te permet de dire « je peux gérer, je sais ce que je fais, je comprends ». Et dans ce parcours-là, après 11 ans à HLM, je suis rentrée à un autre niveau managérial dans une autre compagnie similaire. Donc, j'ai géré le fait de passer 20 ans de carrière dans un même secteur qui est l'énergie. En parallèle de ça, je voulais vraiment avoir ma propre entreprise. J'ai commencé par une start-up et puis j'ai vu ce que c'est qu'une start-up. Je l'ai appris, j'ai vu que ça prend du temps. Ça prend du temps à monter, en dehors d'avoir la réponse du coup du siècle, comme Apple. Les start-up, ça prend du temps, ça prend 10 ans, 20 ans. Je voulais aller plus vite. Et donc, c'est là que le reprenariat, qui à l'époque, on n'était pas aussi populaire, est venu en tête. J'ai fait un cours à Harvard de M&A, Merger and Acquisition, et j'ai vu ce que c'était. J'ai dit, parfait. J'ai commencé à chercher de manière systématique, avec une équipe
vraiment un financier, quelqu'un des opérations, quelqu'un de direction stratégique. J'ai commencé à chercher une belle compagnie. Je suis tombée sur cette compagnie-là à Shawinigan, en région. Et ça coïncidait en parallèle. Nous avons l'horloge biologique, les femmes, de vouloir faire nos enfants. Et moi, j'insiste, on n'est pas mère parce qu'on a enfanté, mais parce qu'on s'occupe d'enfants. Donc, j'aurais pu bien continuer à m'occuper des enfants de mes sœurs, de mes amis. Et quand on ne peut pas en faire biologiquement, c'est ce qu'on fait, et ce que je le dis d'ailleurs pour les femmes de carrière. Moi, j'ai pu faire des enfants biologiques. Ça tombait exactement à mes 40 ans, au moment où je voulais avoir mon entreprise et faire des enfants. Donc, nous avons acheté cette entreprise-là avec mon conjoint, M. Guillaume Pham. Et voilà, et ça fait 10 ans qu'on l'a acheté et ça fait son parcours et aujourd'hui, on est en train d'avancer. Mais tu as un parcours impressionnant et justement, tu as parcouru un peu la planète. Et je me posais la question justement, pourquoi en Mauricie? Je me rends compte, c'est parce que tu as fait une recherche approfondie d'entreprises qui étaient à vendre. Absolument. C'est vrai que mon ouverture, la plupart d'entre nous qui avons dans nos origines 1, 2, 3 pays, c'est une richesse magnifique. Ça nous permet d'avoir des ouvertures qui sont fantastiques et qui nous permettent de pouvoir garder divers cieux. Il se trouve que, je pense, l'élément frappant pour moi, c'était que tous nos enfants de la famille sont nés à Montréal et on vient quand même de diverses cultures. Donc, on a gardé ce point commun. Et comme je voulais avoir mes enfants à Montréal, bien que mon conjoint soit européen, ça a marché dans le fit. Et quand j'ai commencé à regarder, à Shawinigan, j'avais visité quand même plusieurs entreprises et celle-là était à vendre, elle n'avait pas de relève. Et je dis franchement, je l'ai fait scientifiquement. J'ai fait ma due diligence moi-même. C'est vrai que mon background d'ingénieur industriel le portait. J'ai écrit quelques critères très clairs que j'ai été chercher. J'avais une financière très poussée. On a regardé plusieurs entreprises. Celle-là a été la bonne. Justement, on parle d'entrepreneuriat et puis il y a beaucoup d'entrepreneurs ici et ceux qui sont en ligne, qui nous écoutent, qui cherchent à devenir entrepreneurs ou qui le sont déjà, mais qui peut-être pourraient envisager d'acheter une entreprise qui existe déjà. Tu parles de critères. Quels sont les critères que tu recherchais de façon spécifique? Alors, je peux donner 2, 3 critères. D'abord, pour devenir entrepreneur, sachez qu'on n'a pas besoin... Il faut faire des erreurs pour avancer, mais ce n'est pas besoin de faire les erreurs des voisins. Donc, on apprend en connaissant d'autres histoires, en ayant travaillé un petit peu réellement. Il y en a beaucoup qui se disent entrepreneurs ou qui veulent être coach, et puis finalement, ils n'ont jamais été entrepreneurs ou ils n'ont jamais coaché quelqu'un. Il y a un début quelque part. Donc, on apprend à être entrepreneur en travaillant quelque part de manière assez stable. Un minimum de 5 années te donne une bonne bouteille pour dire on avance. Maintenant, il y a le coup du chance qui fait qu'on n'a pas à travailler et on a bondi directement. Ça a marché. Le coup de chance existe. Je dis juste une manière d'aller rapidement. Maintenant, ces critères sont quoi? Une compagnie, elle peut être en santé financière ou pas, c'est pas un souci. Un prospect qui a de l'avenir. Okay? Dans mon cas, c'est de l'alimentation locale, ça a de l'avenir. L'être humain mangera toujours. Donc ça, c'était mon créneau à moi. C'était donc le produit qui est bon. Deuxièmement, il faut pouvoir amener de la valeur ajoutée dans la compagnie qu'on prend. Dans notre cas, mon conjoint et moi, on est quand même des spécialistes en qualité. On a l'excellence des organisations. Donc, on pouvait amener une valeur ajoutée à l'organisation. Donc, il y a un plus qu'on amène à l'entreprise. Troisièmement, il faut acheter l'entreprise à la juste valeur. Juste avant d'acheter la mienne, il y avait une autre entreprise que j'aurais dû acheter sur un autre continent, dans un autre pays, que je n'ai pas acheté. Simplement parce que la valeur marchande, après avoir fait ma due diligence, et j'ai vérifié par 3 méthodologies financières, valait X. Et il voulait 2 fois le prix de ça. En plus, c'était une multinationale qui se desservait d'une partie. Il y avait la partie responsabilité sociétale qui, en vendant à quelqu'un qui était plus de la région, pourrait amener une continuité. Donc ça, il faut savoir acheter à la juste valeur. Le goodwill, moi je le dis pour tout entrepreneur, mettre trop du goodwill dans l'achat d'une entreprise ne fait pas sens. Pas du tout. Donc c'était le bon prix, l'avoir au bon prix. Voilà, c'est quelques critères. Aussi, négocier la sortie et la balance de prix de vente. Il y a des mécanismes financiers qu'il faut connaître, s'assurer d'avoir ce bon mécanisme financier pour s'assurer qu'il y a une continuité. Une dernière chose, l'entreprise ne doit pas être très endettée. Ça, c'est important. Donc, si vous trouvez une compagnie qui est en plus à zéro dette, que vous avez à sa bonne valeur, qui a un produit qui est porteur, ce sont des cases positives. Si vous allez sur Google, vous mettez due diligence d'entreprise, il y a toute une liste de 20 éléments.
suivez-les. Il faut être vraiment rigoureux dans la sélection et faites-vous accompagner. Quand je dis se faire accompagner, c'est avoir la bonne équipe autour de soi qui relie les projets. Est-ce que c'est un comptable, un fiscaliste? Alors moi, j'avais dans l'équipe, j'avais un bon ami qui a fait la partie advisor technique, qui était vraiment déconnecté, mais qui regardait la partie technique. J'avais mon conjoint qui est du côté des opérations, lui-même est un ingénieur en télécommunications, qui a son doctorat dans le même secteur, qui est très analytique. Donc, les personnes analytiques amènent des solutions différentes à la table. Il y avait définitivement mon CFO, un financier qui regardait les chiffres pour vérifier sur la continuité. C'est important d'avoir une entreprise qui a déjà été validée. Dans mon cas, c'était une compagnie qui était avec Deloitte depuis très longtemps, donc je sais que les chiffres sont corrects. Et moi-même, j'ai continué avec Deloitte, ça coûte un peu plus cher, c'est vrai, mais la réalité, c'est que ça valide le processus et ça vous rend aussi crédible vis-à-vis des investisseurs. Voilà, et puis une bonne dose de foi, une bonne dose de courage, et puis ça fonctionne. Ah, bien, je suis contente. Merci. En fait, tu nous as fait un cours 101 du rachat d'entreprise. Je pense qu'on aimerait en avoir plus, mais je pense qu'on va te réinviter pour parler de précisément ce sujet-là parce qu'il y a énormément d'entreprises qui sont à vendre au Québec. Beaucoup de personnes ne savent pas à qui laisser leur entreprise. Mon message est, dans la plupart des cours que j'ai fait de M&A, de Merger and Acquisition, comment on dit M&A? Fusion-acquisition. Fusion. Quand on est dans une salle, il y a vendeurs et acheteurs. Je vous dis sincèrement, là, ceux qui vendent, là, ce n'est pas écrit « je vends ». Okay? Ça prend un temps de chercher dans un marché des compagnies qui sont intéressées à faire de la succession. Notre Québec d'aujourd'hui a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas de relève. Okay? Mais quand on est dans le milieu entrepreneurial, on discute avec des amis et puis on sent la fibre. Un élément que je n'ai pas parlé qui est aujourd'hui un de mes plus grands critères à le prochain achat de mon entreprise, c'est le lien privilégié entre l'acheteur et le vendeur. J'ai acheté ma compagnie avec des gens nobles. Ils avaient un cœur de l'âme et nous m'ont aidé à comprendre mon industrie, à l'aimer et à la pousser, à l'amener au prochain chapitre. Okay? C'est un train qui va à des stations. Et puis, tout ce qui s'enrichit autour, là, pour moi, c'est du vin. Ce qui est important, c'est l'entreprise, ce qu'elle fait, ses employés, leur âme qui passe à la prochaine étape. C'est vraiment ça l'élément. Donc, le lien entre la compagnie qui vend, celle qui achète, c'est vrai, il y a des transactions monétaires, hein, mais réellement, quand l'histoire a du sens et qu'elle a une âme, elle aboutit. C'est bien ça, avoir une âme. Merci. Khadija, contrairement à Indira, toi, tu n'as pas racheté une entreprise, tu es partie de zéro avec ton entreprise Kousmos et maintenant tu as un nouveau volet avec la chef. Comment t'es venue l'idée? Peux-tu nous en parler? L'idée, c'est un peu... Enfin, les idées dans ton cas? En fait, moi, je ne suis pas ingénieure. J'ai étudié en système d'information, mais j'ai beaucoup travaillé dans le communautaire, dans les tables de concertation. Alors, c'est une autre façon de faire les choses, une autre façon d'analyser les choses. On est beaucoup... Bref, alors, comment c'est arrivé la première idée de Kousmos? C'était... je suis arrivée en 98. Moi, je suis grandie au Maroc, j'ai étudié au Maroc. En 98, puis l'été et l'hiver arrive. Et c'était un dimanche matin. J'ouvre la porte, mes narines collent. Je ferme la porte et je rentre chez moi et j'avais un examen de statistique. Vraiment, là, je n'ai pas été à mon examen. Je n'ai pas sorti durant plusieurs semaines. C'était fini. Pour moi, c'était l'hiver, j'hiberne et je vais vivre l'automne et le printemps et l'été. Mais l'hiver, je ne sortirai plus jamais de ma vie de chez moi. Là, mon frère s'est rendu compte qu'il était là avant moi, puis il me dit, t'es malade là, viens, il va falloir que tu sors, c'est pas possible. On sort, bon, il me montre comment il s'habillait, il me montre comment marcher sur la neige, il me montre tout ça. Puis, à la fin de la journée... Juste faire attention parce que tu te frottes sur le micro. Oui, ah, pardon. Ça fait du bruit. Merci, Dorothy. À la fin de la journée, il m'invite à manger, c'était dans un sushi bar. Puis là, je dis, fais-moi un vin, tu m'amènes manger un sushi bar. Ça, c'est pour l'été, là, c'est pas pour l'hiver. Et là, je lui dis, un couscous bar.
c'était vraiment, c'est comme ça que ça a commencé. On s'est regardé, on a dit, c'est vrai, un couscous bar. Chez nous, on a une trentaine de recettes de couscous avec juste le village de mes parents, avec différentes semoules, différentes sauces, différents légumes, selon ce que tu as en fait dans ton réfrigérateur. Et là, c'est parti. Sauf bon, ça faisait même pas un an que je suis là, au Québec. Il fallait apprendre, il fallait connaître la société où on vit. Et ça a pris du temps. J'en parlais tout le temps à mes parents qui vivaient ici. Alors, à chaque fois, je leur en parlais. Je travaillais, c'est-à-dire l'horloge biologique, les enfants qui arrivent, jusqu'à 2013. Et 2013, mon père est rentré à l'hôpital en urgence. Puis, il m'avait dit, juste avant de partir, fais-le ton couscous. Si tu le fais, si tu n'arrêtes pas, tu ne le feras jamais, tu vas continuer à en parler. Et voilà, j'ai rapatrié le corps de mon père, je suis revenue, j'ai démissionné et j'ai lancé mon entreprise. Alors c'est vraiment ça l'histoire de Cosmos. Alors c'était pas analysé du tout. C'est vrai qu'une fois c'est comme une solution par rapport au froid, à ce que tu vivais, au manque de la nourriture de ton pays d'origine. Parce qu'après, il y a eu plusieurs histoires. Mes parents étaient au Maroc. Le couscous, ça prend 3 heures. Faire un bon couscous maison, ça prend 3 heures. Et avec le travail, les enfants, tu n'as pas le temps nécessairement de consacrer 3 heures pour faire un plat. Et alors, une fois, j'avais envie de manger du couscous. J'étais dans les magasins, il n'y en avait pas, ni dans le congelé, ni dans le surgelé. Il y avait des salades, mais... moi, je ne suis pas habituée à manger le couscous comme salade. C'est un plat chaud. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça se mange en qui famille. rassemble. Alors, c'est des petits détails comme ça qui font que tu dis non, il y a un besoin. Mais en même temps, d'un autre côté, tu regardes qu'est-ce qui se passe au Maroc, comment le gouvernement marocain travaille fort pour faire connaître la cuisine marocaine, qui est quand même considérée parmi les 3 meilleures cuisines au monde. Alors, c'est vraiment une très bonne cuisine, très connue, très diversifiée ici, très santé, beaucoup de légumes, on a beaucoup de sucre aussi, c'est vrai, mais il y a quand même beaucoup de légumes. Bref, c'est une très bonne cuisine qui n'est pas très connue en Amérique du Nord. Alors, il y a ça aussi qui était là, puis c'est dommage que ça soit pas connu ici. En France, le couscous, c'est le premier plat. Même aujourd'hui, tu parles de la cuisine marocaine en France, c'est considéré comme une gastronomie de très haut niveau, alors qu'ici, c'est vraiment pas connu. Alors, il y a ça. Et puis, quand tu es immigrant, j'en ai parlé à beaucoup d'immigrants, mais quand tu as immigré à un certain âge, quand tu es enfant, c'est une chose, mais quand tu as immigré adulte, tu as quand même quelque chose qui va rester en toi, qui te manque tout le temps, puis tu as envie de partager ta culture. Moi, c'est comme ça que je le vis. J'ai l'impression que c'est ce que je peux donner au Québec. Okay. C'est pour remercier le Québec, c'est de partager ma culture. Et pour une berbère, parce que je suis berbère, le couscous, c'est ce que tu peux partager le plus. Il y a d'autres choses, on a le pain, on a des petits détails, mais le couscous, c'est vraiment ce qu'on peut partager avec beaucoup de générosité et beaucoup d'amour. Et tout ça ensemble fait que, quand mon père m'a dit « fais-le », j'ai dit « ok, j'arrête et je vais le faire ». Bon, maintenant, moi, je ne connaissais pas le milieu. C'est vrai que ça a toujours été, même quand j'étais dans le communautaire, une fois, mon conseil d'administration m'avait dit « arrête, on n'arrive plus à te suivre ». Je suis toujours en train d'amener des idées de projets. Il y a une problématique. Quel projet on peut mettre en place? Puis, j'ai toujours été capable d'aller chercher les différents éléments et de faire le lien entre les différents enjeux pour arriver avec un projet plus rassembleur qui va répondre à plusieurs problématiques, donner des solutions à plusieurs problématiques. Et on m'avait dit, c'était à Anjou, on m'avait dit, Khadija, bien justement, en parlant de rassembleurs, tu as un nouveau projet qui s'appelle La Chef, qui sont des plats cuisinés de différentes personnes qui sont présentement dans les IGA. Parle-nous de ça.
Quand j'avais lancé Cosmos, je ne connaissais vraiment pas le milieu. J'ai quand même une base en administration des affaires, j'ai un bac en administration des affaires, alors j'ai fait mon plan d'affaires, je fais tout ce qu'il fallait faire, aller chercher le financement et tout ça, et j'ai lancé Cosmos. Puis après, je suis passée au Dragon. C'était en fait ça le début de la chef aussi. En 2016, je suis passée au Dragon, puis j'ai eu beaucoup d'appels de femmes surtout, et majoritairement des femmes immigrantes, qui me demandaient, en fait, qui me disaient, on voudrait suivre ton modèle. Comment faire? Alors, je donnais gratuitement des heures à des femmes, mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'était une perte de temps pour moi et je n'avais pas l'impression que je les aidais vraiment. Et là, ça continue à travailler petit à petit dans ma tête. Comment arriver à soutenir des femmes de différentes origines de façon réelle? Qu'elle ait vraiment, ce que je vais leur dire, ce que je vais leur donner, aura un réel impact sur le développement de leur entreprise ou pour réaliser leurs rêves. Et petit à petit, le projet se développait. C'est parti d'une coopérative. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, on dirait, écoutez, moi j'ai un mur, puis je dessine partout, par terre, et tout ça. Je dessinais mon modèle, puis non, c'est pas comme ça, c'est pas assez intéressant. Puis un jour, dans un moment très difficile, je me dis, bon, ok, je vais arrêter Cosmos, je vais lancer une coopérative je vais aller chercher toutes ces femmes. Je vais aller en fait prendre le modèle des tables de quartier, des tables de concertation, et l'appliquer en quelque chose sur le domaine des affaires. Alors là, j'ai commencé à travailler, parce que j'ai beaucoup travaillé dans la concertation, je commençais à analyser un peu la concertation, comment on mobilise, comment on travaille ensemble pour atteindre des objectifs communs, comment créer un lien, une relation d'entraide et de soutien, un groupe qui va travailler ensemble. Et là, j'écrivais ça et ça a été une coopérative, je l'avais réfléchi, j'appelle mon contact à Sobeys. Sobeys, ici au Québec, c'est IGA. Alors, je l'appelle, puis je dis, regarde, je vais arrêter Cosmos, mais je vais faire ça. Et là, il me regarde, puis il me dit, waouh, serais-tu prête à faire ce projet avec nous? Sobeys, il a personne comme les cadres chez Sobeys. Et je dis, oh, c'est quand une grande entreprise comme celle-là te dit ton projet est intéressant. C'est une opportunité qu'on ne peut pas refuser. Moi, j'étais, ouf, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Sur quel point là j'ai touché pour arriver là? Je dis, bien sûr, je ne dirais pas non. Et ça, c'était en 2018. Et depuis 2018, on travaille ensemble. On a commencé à travailler vraiment en collaboration avec Sobeys, surtout avec cette personne. Et jusqu'à 2019, toute l'année 2018-2019. En 2019, j'ai présenté tout le projet à la haute direction, Sobeys Canada, puis c'était on embarque. Et en fait, je l'ai présenté à Québec, puis on m'a dit on embarque, l'exclusivité pour tout le Canada. Et depuis, on travaille comme des partenaires égaux Cosmos, parce que l'entreprise, c'est Cosmos. La chef, c'est une nouvelle marque qui appartient. Bon, maintenant, la chef, la forme aujourd'hui, c'est des femmes. Aujourd'hui, on a 9 femmes, 9 cultures différentes, 9 plats qui ont la possibilité d'avoir des plats prêts à manger sous la marque La Chef dans le département congelé. Chez Sobeys Québec, aujourd'hui, on s'en va vers le national, on travaille là-dessus, mais en même temps, on travaille pour développer d'autres projets, d'autres plats, ça veut dire d'autres femmes, et on s'en va aussi dans d'autres départements, que ce soit le frais, la boisson, etc. etc. Alors, ce qui est très intéressant dans le projet, c'est que oui, on amène la diversité. Au niveau des plats, on amène des plats santé, on répond à toutes les tendances du marché actuel. On essaie d'être le plus local possible. C'est pas toujours possible parce que quand même, c'est des produits
qui viennent un peu des idées, des recettes qui viennent du monde entier. Alors, des fois, c'est difficile d'avoir les produits québécois, mais on essaie de tout ce qu'on peut pour avoir des produits québécois. Et je disais, ce qui est intéressant dans le projet, c'est que IGA est là, il a bien compris ce que je cherche. Et il me soutient dans ça. Alors, IGA, ce qu'elle fait, c'est de mettre son poids. Ils ont les moyens. C'est mettre leurs moyens à la disposition des femmes pour les soutenir, pour que chacune puisse développer son projet pour aller plus loin. Ça devient pour les femmes un levier. Les femmes qui vont être capables d'utiliser ce levier, ils pourront vraiment aller très loin avec ce qu'on leur offre. Et en même temps, moi, je mets beaucoup d'énergie et de temps pour travailler avec les femmes, pour monter des projets communs, pour amener un sens de communauté. Je veux qu'on aille au-delà d'un projet sur une tablette, ce qui est quand même pas facile d'avoir. Les gens qui sont dans le domaine, ils savent que ça prend des années avant d'avoir son projet sur la tablette. Nous, on a diminué ça à peu près 6 mois, ce qui est vraiment très, très, très court. Mais au-delà de ça, comment ces femmes pourront travailler ensemble malgré la diversité, malgré la... J'ai une japonaise avec une iranienne, pas une libanaise, une française, une italienne, une haïtienne. Moi, c'est le Maroc, puis j'ai l'africaine, puis j'ai une fille qui est Inou et j'ai la Colombie. Alors, c'est vraiment le monde, quand même, c'est le monde en entier. Je trouve ça remarquable parce que, comme tu l'as dit, tu permets à ces femmes d'être découvertes, en fait, et à nous de goûter différents plats, tout en encourageant des entrepreneurs d'ici. Donc, on encourage l'entrepreneuriat local et on goûte à des nouvelles saveurs. Et aussi, toute femme qui a été occupée dans sa vie sait qu'on ne cuisine pas nécessairement tous les jours. Bien, des petits plats congés à portée de main chez IGA qui sont différents de ce qu'on a l'habitude de faire nous. Moi, je trouve ça génial. Merci vraiment, Khadija. Puis je vais rebondir, si tu devances mes questions, j'en ai plein, mais tu as mentionné que tu veux aider les femmes. Et justement, Dorothy, ton mandat avec ton organisme Audace au féminin et le Salon international de la femme noire, c'est ça, aider les femmes. Peux-tu nous en parler? Comment t'es venue cette super idée? Je dis super parce que je suis un peu impliquée des fois dans ces projets. Bien, écoutez, comment c'est venu? Bien, premièrement, je suis vraiment inspirée par le parcours de mes deux copanélistes. Franchement, bravo, vraiment, là. J'adore ça, moi, apprendre. Ça m'inspire, ça me nourrit. Et alors, c'est ça. Alors, écoutez, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que cette semaine, c'est-à-dire aujourd'hui, on est le 16, donc le 18, ça va faire exactement 5 ans que ma mère est décédée. Et l'idée du salon est arrivée 2 semaines après le décès de ma mère, un peu comme toi, ton père qui t'a encouragé de faire le projet. Moi, quand l'idée du salon m'est venue, bien, mon partenaire de vie m'a dit que c'était un cadeau du ciel de ma mère. Et comment c'est arrivé? C'est parce que j'étais invitée à une émission, JE, où je devais parler de l'industrie des funérailles. Et puis, j'avais besoin d'un fond de teint. Je voulais être coquette devant la caméra. Et je me suis présentée dans une pharmacie à Rivière-des-Prairies, pas loin d'ici, en fait. On n'est pas loin de Rivière-des-Prairies. Et en me présentant, bien, on m'a fait clairement comprendre qu'il n'y avait pas de produits cosmétiques pour les femmes de couleur. Là, j'étais sonnée parce que ça s'est passé en 2016. Et moi, je suis née ici au Québec et je dois vous dire qu'à l'époque, lorsque j'étais jeune, pour beaucoup d'entre nous, les femmes noires, on devait se procurer nos produits aux États-Unis. Donc, on faisait l'aller-retour, tout ça. Et donc, l'idée du salon est arrivée. J'ai partagé ma frustration sur les réseaux sociaux et c'est là que j'ai eu une réaction. En fait, beaucoup de femmes ont réagi disant qu'elles ont vécu cette expérience et c'est là que j'ai vu la nécessité de créer une plateforme, pas seulement pour les produits cosmétiques, mais aussi on était en plein mouvement MeToo, un mouvement qui a été créé par une femme noire
Et lorsqu'il y avait ces discussions dans l'espace médiatique, encore une fois, je trouvais que les femmes racisées étaient mises de côté. Donc, je me suis dit, on va créer une plateforme qui va permettre de mettre en évidence les femmes noires. Donc, pour moi, c'était vraiment les femmes noires qui m'intéressaient. Et c'est comme ça que l'idée du salon est arrivée. C'est comme ça que j'ai été chercher du monde autour de moi pour mettre cette plateforme-là. C'était en 2018 qu'on a fait ce premier événement qui a été un franc succès. Oui. Et c'est là que moi, j'ai tout mis de côté parce que, bon, pour la petite histoire, j'étais humoriste aussi. Donc, j'ai dû mettre ma carrière sur pause, aller sur les bancs de l'école, apprendre tout ce qui est l'entrepreneuriat, l'écosystème. Moi, je ne connaissais rien. Le langage, le plan d'affaires. C'est quoi ces affaires-là? Justement, est-ce qu'il faut faire un plan d'affaires? La fameuse question. Bien, écoutez, je pense que c'est un mal nécessaire. Franchement, je dis bien un mal parce qu'il n'y a pas de plaisir à faire un plan d'affaires. Quand je regarde mon plan d'affaires, là, je suis comme, wow, les heures que j'ai mis là-dedans, le travail, la recherche. Mais, excusez-moi, j'arrive du Sénégal et puis quand je suis arrivée, il faisait beau. Donc, je suis sortie sans manteau. Donc, aujourd'hui, je paye les conséquences. Alors, c'est ça. Donc, le plan d'affaires est nécessaire, je pense, pour tout entrepreneur. Parce que ce plan-là, c'est un peu la carte routière de l'entreprise, vers où on se dirige. Parce qu'on peut facilement s'éparpiller. Donc, le plan d'affaires nous permet de rester sur la bonne voie. Ça serait bien d'avoir de l'eau. Excusez-moi. Et donc, oui, c'est un mal nécessaire. Je pense qu'on va peut-être passer à un autre appel. OK, merci. Si on peut avoir de l'eau, effectivement, ce serait bien. Merci, Dorothy. J'apprécie. J'ai des questions pour toi par la suite. Une question qui s'adresse à vous trois, mesdames, parce que vous êtes vraiment des femmes occupées. D'ailleurs, c'est un immense privilège, je vous dirais, que vous nous avez accordé aujourd'hui de prendre du temps de votre entreprise et de venir ici, malgré toutes vos occupations. Vous êtes toutes les trois mères de famille, femmes, épouses. Vous avez plusieurs, en plus de vos entreprises, plusieurs autres activités. J'aimerais savoir, c'est quoi la recette de vos succès? Je ne veux pas parler de OK, conciliation travail-famille, c'est plus que ça. Je trouve que vous réussissez à, même aujourd'hui en répondant oui à ce panel, vous avez réussi à intégrer cette petite heure et demie dans votre emploi du temps. Donc, comment vous avez fait et comment vous faites dans votre vie de tous les jours pour vous organiser, tout en sachant que ce n'est pas facile d'être entrepreneur, ce n'est pas tout le temps évident. Parfois, on passe de nombreuses heures. Donc, qui veut répondre en premier? Laisse aller, je réponds. Allez, vas-y, Khadija. On va beaucoup parler d'organisation, oui, mais moi, personnellement, je crois que si j'y arrive, c'est grâce au soutien. J'ai vraiment beaucoup de soutien de ma famille, proche et loin. Ma famille, mes frères et sœurs, ils sont à l'extérieur, la majorité à l'extérieur du Québec. Pourtant, ils sont très présents. Mes réflexions, ça se fait avant même la pandémie sur YouTube. Zoom ou autre avec mes frères. Mais ici aussi, j'ai le soutien de mes amis aussi ici pour aller chercher, tu es en retard, déposer la petite. Ces détails, c'est parce que j'ai une petite communauté avec les parents, on s'entraide. C'est ça, il faut mettre en place des petites communautés d'entraide pour se soutenir et arriver là, sinon c'est pas possible. Effectivement, effectivement. Tu dis ta fille, et effectivement, je comprends ce que c'est. Moi-même, j'ai une fille, mais j'ai de l'aide. Indira, dans un article que j'ai lu récemment par rapport à toi, tu as parlé de justement, quand il y a des enfants, ce sont nos enfants, qu'on a un devoir d'aider les enfants aussi qui sont autour de nous. Ouais. Et je pense que tu le fais malgré, justement, je te connais, je sais que tu as de nombreux nièces et neveux aussi, et les enfants de tes amis. Justement, comment tu fais ça, être une entrepreneur, mais consacrer quand même, avoir un certain équilibre par rapport à l'aide aux autres autour de toi? Alors, la vie se mesure à la fin de vie. Ce n'est pas ponctuel. C'est plusieurs choses qu'on fait à la fois. Et puis, je prône toujours que le primaire est très important parce qu'au primaire, on apprend une tonne de choses.
on apprend à parler, on apprend à s'habiller, on apprend les premiers gestes de se brosser les dents, faire le lit, la famille, on apprend à jouer au jeu, on apprend à aller à l'école, on apprend à se lever le matin. C'est une routine. Donc, quand on a une carrière, il n'y a pas que la carrière. Il y a tout l'ensemble qui vient. C'est un package. Et lorsqu'on prend la décision de s'occuper dans ce package d'un seul élément, c'est là où vient la problématique. Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste avoir une vie saine. Bon, c'est vrai, la vie d'entrepreneur est très égale à un athlète de haut niveau. Hein? Ouais. Très convenant, très. Donc, qu'est-ce que fait un athlète de haut niveau? Il a des coachs, il a un agenda dans lequel il fait le tennis à temps intensif ou la course à temps intensif ou whatever ce qu'il fait. Et il y a tout le tour autour de ça. Donc, la vie d'entrepreneur, il faut la prendre dans son ensemble. Il faut se faire accompagner. Effectivement, avoir la bonne famille autour de soi reste la clé fondamentale. Si vous pagayez d'un côté et la famille pagaille de l'autre côté, OK, on n'a pas les bons... Commençons par la base, on n'a pas la bonne étude, on n'a pas les bons parents qui t'accompagnent, on n'a pas le bon conjoint ou la bonne conjointe, on n'a pas le besoin de la famille des enfants, par exemple, sont un besoin médical présent qui prend autre temps. Il faut s'occuper de ça d'abord avant de s'occuper du reste. Donc, c'est vrai que l'entourage est un package qui vient avec. Donc, moi, effectivement, je remercie et je dis ouvertement ici, moi, mais c'était quelque chose que je ne peux pas faire sans avoir le bon conjoint, sans avoir les bonnes sœurs, sans avoir les bons parents. Moi, mes parents, qui étaient jeunes retraités, au moment où j'accouchais mes 2 premiers enfants, c'est eux qui ont gardé mes enfants. Je voulais allaiter, j'ai allaité, mais sincèrement, j'allaitais, je prenais l'enfant, je retais à maman et j'étais partie. J'étais vraiment partie dans mes 12 heures de travail. Et l'enfant, je m'assurais qu'il ait mon lait qui arrivait là, mais qui le faisait, c'est maman. Et pourquoi je pouvais courir et partir? Parce que, en plus, j'ai des parents qui sont du corps médical. T'étais rassurée. Ouais. It's fine. S'il tombe avec moi, il tombera avec eux et c'est parfait. Donc, oui, la famille. La deuxième chose, il faut bien se faire accompagner. Il faut prendre le temps en tant qu'entrepreneur d'avoir les bons coachs, les bons amis, les bonnes connexions. Et moi, je suis une enfant absolument entière. Quand je prends le temps pour quelque chose, je le prends. Quand je ne peux pas prendre le temps. Beaucoup de mes amis ont été privés de mon temps durant mes années folles. Et c'est vrai, j'ai sacrifié ce temps-là de mes amis parce que je me suis concentrée sur l'élément qui avait besoin à ce temps-là. Mais mes amis de cœur savent que quand j'ai eu le temps, je suis revenue. Donc, c'est des vrais amis. OK? Donc, je prends le temps de mon sport. Ce week-end, je suis sincèrement actuellement un petit peu fatiguée. Ce week-end, j'ai dormi. J'avais autre chose à faire qui était important. Je devais retourner ces appels, par exemple. Je ne m'en suis pas occupée. J'ai dormi. J'ai dormi mes bonnes 11 heures. J'ai fait ma cuisine. J'étais avec mes enfants. Je n'ai pas fait d'activité avec eux, mais rien que le fait qu'ils étaient là, ils jouaient. Ils sont venus prendre leur câlin quand ils avaient besoin. On a fait un 48 heures dans la maison où on n'a pas bougé. On a voulu se faire des sushis. Je suis sortie juste 1 heure pour aller prendre mon poisson, revenir. On a roulé nos sushis et on a passé un temps fantastique en famille. Et ce temps me donne quoi? De l'énergie ce matin pour faire ce que j'ai à faire. Parfait. Donc, voilà comment j'allie travail, famille, et voilà. Et c'est des petites choses de la vie. Exemple, oui, c'est mon fils qui a choisi mon petit gros blanc ce matin. Il a du goût. Hier soir, je me suis assise, OK, qu'est-ce que tu veux entre les deux? Ils ont fait un petit pari, ils ont choisi, et puis c'est leur joie. Ils sont contents, et ils font partie de ma vie. Donc, voilà. On partage et on vit ça avec les parents, dont il faut prendre le temps en passant. Beaucoup de nos cultures sont que nous nous occupons de nos parents. Hein? Je sais qu'on a des cultures où les parents vieillissent et puis ils restent dans les maisons de retraite, c'est fine. Mais beaucoup de nos cultures à nous, on s'occupe de nos parents. Ma préoccupation est de voir avec mes parents, reste avec eux. Je leur partage mes peurs, mes besoins. La dernière fois, papa, viens, on va prier sur telle chose. Mais en faisant ça, tout en travaillant, qu'est-ce que je fais? Je vis.
Et je vis sainement et je fais mon équilibre. Et actuellement, je vais avouer, il y a un élément dont je ne m'en occupe pas. C'est mon sport. Je suis fâchée avec moi. Je pense que tu n'es pas la seule. Voilà. Donc, il faut faire du sport aussi parce que ça fait partie de l'équilibre. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Oui, tout à fait. Vraiment, merci. Et Dorothy, je pense que tu veux rebondir sur ça. Ben, en fait, oui, parce que je trouve que la question, c'est une question qui revient souvent dans des panels de femmes. Tout à fait. C'est une question qu'on pose tous. Exactement, effectivement. Aux femmes. Alors, moi, c'est sûr que quand j'entends cette question-là, je me dis, oui, pour moi, la fibre entrepreneuriale, on l'a déjà. En fait, toutes les femmes l'ont déjà parce qu'on gère la maisonnée, on gère les enfants, on gère le mari, on gère tous les factures, tout ça. Mais dans cette question-là aussi, ce que je vois, c'est l'importance aussi, en tant que femme, de ne pas tout prendre sur nos épaules. Tout à fait. Hein? Et on a tendance à tout gérer. Justement, on gère la maison, on a l'entreprise, on fait des représentations un peu partout. Mais je pense l'importance aussi de s'entourer, comme vous l'avez mentionné, et demander de l'aide. Il n'y a rien de mal de demander de l'aide. Au contraire, je pense que c'est une force de demander de l'aide parce qu'on ne peut pas tout assumer. Et je m'adresse aussi aux femmes mères monoparentales qui n'ont pas nécessairement aussi ce réseau-là. Donc, allez chercher de l'aide parce que ça, c'est primordial, la santé de l'entrepreneur. On ne peut pas se lancer en affaires et se négliger parce qu'à un moment donné, on ne pourra pas poursuivre la course. Donc, c'est important de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est demander de l'aide. Oui, faire attention sur notre alimentation, essayer de faire un petit peu de sport, Indira. Comme je dis souvent, des fois, on n'est pas obligé de faire un marathon, mais simplement incorporer dans notre mode de vie. Comme par exemple, moi, j'utilise souvent le transport en commun et au lieu d'utiliser les escaliers roulants, je vais prendre les marches. Juste ça, ça fait toute une différence. L'alimentation également. Donc, dans cette question-là, moi, je le ramène surtout à la santé de l'entrepreneur. Et ça donne aussi que je suis co-porte-parole pour un événement. Je ne vais pas le plugger, mais bon, ça... Tu peux, vas-y. Ben oui, c'est le Grand Saut où on parle... Quelle place la santé occupe dans la place de l'entrepreneuriat? Et on l'a vu, une série d'articles sur la dépression, l'anxiété, des sujets qui sont tabous dans nos communautés. Donc, la santé mentale La également. santé mentale, oui. Des sujets qui sont tabous encore dans nos communautés culturelles. On n'ose pas en parler. On accumule, on endosse, on veut montrer cette image parce que tout est une question d'apparence, montrer qu'on gère tout. Mais pourtant, c'est ça qu'on est forte. Et pourtant aussi, on vit des choses à l'intérieur. Donc, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Il ne faut pas avoir peur de briser l'isolement parce qu'on se sent tout seul. Allez chercher de l'aide, regroupez-vous avec d'autres individus qui sont dans l'entrepreneuriat, qui vont vous soutenir, qui vont vous donner des encouragements, puis dire, bien, écoutez, moi, quand j'ai vécu cette impasse financière, voici ce que j'ai fait. Ah, je peux te référer à mon comptable. Regarde comment tu peux gérer un employé difficile ou un employé en difficulté. Donc, je pense que pour moi, c'est vraiment plus cette question-là. Quelle place la santé a dans nos vies et l'importance de s'entourer, d'avoir un réseau qui est capable de nous aider physiquement, mais aussi mentalement. Je veux rajouter un petit point. On parlait un petit peu de tout, de l'entrepreneur, ce qui l'entoure. On a parlé de la santé, on a parlé d'un petit peu de tous les sujets. Un élément qui est important pour l'entrepreneur, avoir la bonne équipe. OK? Quand, dans votre équipe rapprochée de travail, il y a un maillon faible, je vous dis, ça peut prendre de l'énergie. OK? Dans tous les emplois où j'ai été, OK? Aujourd'hui, je rends hommage à mes bras droits qui sont à l'usine aujourd'hui. François Xavier, la personne des ressources humaines, la personne de la comptabilité, la personne des achats-ventes. Nous devons être glous et nous devons chacun avoir sa place. Quand l'entrepreneur a la bonne équipe qui gère, okay, ça fait toute une différence. Parce que l'entrepreneur, quand quelque chose ne va pas à l'entreprise, automatiquement, le reflet... Nous sommes des multiplogues qui pourront faire la plupart des choses. On est des mamans dans nos propres entreprises ou des papas dans nos propres entreprises. Donc, il ne faut pas minimiser le fait d'avoir les bons éléments à la bonne place dans vos équipes de structure de travail en tant qu'entrepreneur. Et vouloir faire tout vous-même, c'est là où vous commencez à vous épuiser et
à ne pas s'occuper de vous. Okay? Donc, c'est vrai qu'il y a votre moi, personne dans lequel on est entouré, on a tout ça. Mais la bonne équipe dans chacune des entreprises joue primordialement. Justement, en parlant de ça, comment on fait pour choisir les membres de son équipe et s'assurer que c'est la bonne équipe? C'est quoi? Comment tu as fait, toi? Pour moi, parce que le secret a été que je l'ai appris dans d'autres compagnies. Moi, j'ai travaillé 20 ans pour des corporations. Ben, je l'ai appris. Et puis, ça m'a amené à être d'ailleurs à la tête de recrutement à Schlumberger, basé à Paris, de l'Europe, l'Afrique, les pays, le Community Independent States, la Russie. J'ai appris à recruter professionnellement parlant. Je prends un CV, je te dis, je passe 5 minutes avec la personne, je sais ça va marcher ou ça va pas marcher. Okay. C'est exactement comme un muscle que l'on pratique à force de recruter, de voir, de comprendre. Parce qu'on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre ici au Québec. On parle de, est-ce qu'on accepte plus d'immigrants, moins d'immigrants, qui on forme, est-ce qu'on met le salaire minimum à 15 $ de l'heure ou plus? Comment on fait justement pour s'assurer, d'avoir des bons employés, mais des collaborateurs, des gens qui restent aussi avec nous, qui sont partie prenante? Je sais que toi, dans ton entreprise, vous aimez dire que c'est une famille, que Viande la France, c'est une entreprise qui était familiale, qui reste avec cet esprit de famille-là. Comment tu as fait pour t'assurer que ça demeure comme ça et qu'il n'y ait pas, je ne sais pas moi, des gens qui partent parce qu'ils ne sont pas satisfaits? Oui, il y a des personnes qui ne s'identifient pas à nous et qui partent. Voilà, ça fait partie du chemin. Et il y en a qui s'identifient par rapport aux valeurs que tu prônes. Mais moi, je prône vraiment des valeurs d'appartenance, des valeurs justes, des valeurs humaines. J'y adhère et je suis vraiment le pionnier qu'il parle. Je veux dire, à midi, on est très contents, quand on mange tout le monde ensemble, de savoir qu'on partage des repas différents, de différentes sources. Je prends vraiment le temps d'être en contact avec mes employés. Okay? Je suis très fière de dire, je ne suis plus très, très opérationnelle, mais je fais quasiment tous les recrutements. Okay? Je prends le temps de parler. Donc, tu t'assures que les gens qui vont travailler avec vous reflètent tes valeurs? Absolument, qu'elles les embrassent. Okay. Qu'elles les embrassent. Quelque chose qui me fait très plaisir en tant qu'entrepreneur, je vais le partager, c'est quand je viens le matin et puis on me dit « Ah, il y a une nouvelle voiture sur le parking. » Mon employé s'est acheté une nouvelle voiture. Il a une nouvelle maison, il a un nouvel enfant. Les enfants, on les appelle bébé la France. Écoutez, pour un entrepreneur qui a des employés, voir l'épanouissement de ses employés, je peux mourir tranquille, là. OK? C'est ça. Si tu amènes de la valeur ajoutée dans la vie de quelqu'un, OK? Notre modèle capitaliste qui est que de faire de l'argent pour faire de l'argent et puis le mettre dans la banque, bon, ben, écoutez, c'est bon. Je sais pas si ça doit faire plaisir à certains. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est le bonheur des gens. Et je suis contente de savoir qu'on travaille. On travaille dur, on passe à travers la vie de famille. Tout le monde qui a un couple, une famille, on le sait. Il y a toujours dans une famille des moments de bonheur, des moments de chicane, des moments de Noël, des moments de départ parce que quelqu'un a quitté cette vie. C'est ça la vie, n'est-ce pas? C'est la même chose en entreprise. Parfait. La capacité de pouvoir aller vers une vision commune en passant à travers tous les différents défis et bonheurs, c'est ça, la vie entrepreneuriale. Merci. J'aime beaucoup le concept de valeur ajoutée. Et je vais d'abord te poser la question, toi, Dorothy, ensuite, Khadija. Le thème de notre panel aujourd'hui, c'était découvrir le dynamisme entrepreneurial des femmes issues de la diversité. Dorothy, dans ton cas, avec Audace au féminin, tu veux vraiment mettre de l'avant les femmes sur tous tes médias sociaux. À chaque fois que tu as un exemple de femme qui réussit, tu le partages, tu le mets de l'avant. Mais peux-tu nous dire comment nous, on peut, à notre échelle, à nous ici, comment nous, on peut aussi contribuer à la cause des femmes, non seulement les femmes issues de la diversité, mais je dirais femmes et tout entrepreneur qui veut se lancer en affaires. Comment nous, à notre niveau, on peut être un moteur d'encouragement, comme toi, tu le fais déjà avec ton organisme? Bien, écoute, je pense qu'on a toute cette possibilité, là, cette capacité. Je veux dire, elles sont toutes ici, elles l'ont fait par elles-mêmes. J'aime beaucoup le travail de Khadija qui a mis de l'avant d'autres femmes issues de plusieurs diversités et présenté des plats. Écoutez,
quand vous avez une opportunité d'offrir une place, on parlait de recrutement, tout ça, je pense qu'il faut être stratégique aussi. Moi, j'aime toujours mettre la lumière sur ceux qui ne l'ont pas. Donc, et quand tu parlais tantôt, ta satisfaction de voir tel employé acheter une voiture, patati patata, mais moi, c'est de voir rayonner ces gens-là qui, je décèle un certain potentiel, mais que personne soupçonnait, puis je les mets dans le spotlight, ou bien en fait, je ne dirais pas que ce sont du charbon, mais bon, bref, une fois qu'ils sont polis, bien, ils deviennent des diamants. Et là, tout d'un coup, tout le monde voit leur valeur. Et moi, c'est là que je me dis, j'ai atteint mon objectif. Et je le fais, oui, sur les plateformes, surtout avec les femmes, parce que c'est ma mission. Mais dans la vie de tous les jours, je le fais avec n'importe qui. Je vais être dans une salle, puis il y a des gens qui, naturellement, vont prendre plus de place, arrivent déjà avec une lumière, vont parler plus. C'est correct. Mais je vais prendre aussi le temps. S'il y a quelqu'un qui parle moins, je vais aller chercher cette personne-là. Je vais m'assurer que cette personne-là a eu son moment de parole aussi. Donc, je suis très soucieuse de ça, de mon environnement, de l'attention à qui on donne. S'il y a une personne qui est plus réservée, plus introvertie, mais je vais me diriger vers cette personne-là. Pourquoi? Parce que je sais que moi, je suis une personne qui prend de la place. Qui prend de la place, qui est à l'aise. Oui, ben oui. Puis, j'accompagne cette personne-là. Donc, moi, je pense qu'on peut le faire à tout niveau, dans toutes les sphères, dans une classe, dans le sport. Puis je pense que, tu parlais de valeurs humaines, mais moi, c'est ça. C'est ça. Je trouve qu'on est dans un espace meilleur et je vous cacherai pas, la vie vous le rend bien. Moi, souvent, les gens me disent « Dorothy, comment ça se fait que tu as des faveurs? Comment ça se fait? » Je pense que c'est justement ça, en agissant, en faisant le bien, la vie nous le rend au centuple. Donc, soyez gentils, juste ça. Oui. J'aimerais rendre hommage à Dorothy qui a vraiment, vraiment fait ce parcours de combattant, qui est de faire ressortir la fleur dans beaucoup de femmes. OK? Elle est humoriste naturelle, donc elle sait parler naturellement. Et du coup, elle permet de catalyser et de montrer ces éléments qui, de nos jours, la communication de nos jours devient partie prenante de l'entrepreneur. OK? Comme elle a dit, dès qu'elle a pu avoir le lien avec Sobeys, IGA, ça a allumé des lumières. Donc, ce genre de communication, c'est ça qu'on appelle le réseautage. Hein? C'est ça que ça permet. Donc, grâce à la voix de Dorothy et de Audace au féminin, ça a permis d'allumer diverses petites flammes. OK? Je la challenge souvent quand elle dit, elle appelle le Salon de la Femme Noire. Je dis, mais non! Ben justement, parlons-en. Pourquoi tu la challenge? Parce que Dorothy... Non, mais j'aime beaucoup parce que Dorothy, tu dis sur ton site Internet que l'égalité des femmes passe par la femme noire. Donc, pourquoi tu dis ça? Et j'aime bien quand Indira dit qu'elle te challenge parce qu'effectivement, ça peut... c'est un questionnement qu'on peut avoir quand on lit ça. Bien, écoutez, c'est simple. Qui est la plus opprimée? C'est la femme noire. La femme noire, qu'elle soit issue des communautés LGBTQ, qu'elle soit de la communauté arabophone, c'est la femme noire qui est en bas de l'échelle. Qu'elle soit de la communauté latine, mais l'afro-latina est en bas de l'échelle. Donc, une fois qu'on va pouvoir mettre la femme noire sur le même piédestal que les autres femmes, c'est là qu'on va atteindre l'égalité. Alors, je suis d'accord avec son constat. Je suis d'accord, je le vis. Mais il y a une chose dans laquelle je sais, c'est que c'est le même sang qui coule dans nos veines. Absolument. Donc, on est tout à fait d'accord avec ça. Donc, de ce fait... Là, c'est le débat qui commence. Donc, de ce fait, OK, sincèrement, ma maman ne me voit pas comme une femme noire. Elle me voit juste comme sa fille. OK? Prenez votre place. OK? J'aime bien au Québec, on nous définit comme ça, mais moi, là, dans beaucoup de pays, on ne m'appelle pas comme ça. Oui, tout à fait. On se comprend. Donc, c'est très important de juste faire ce qu'il y a à faire lorsque vous êtes là où vous êtes. Que ce soit du travail, que ce soit de la com, que ce soit qu'est-ce qu'il y a à faire. À force d'être premier dans ce qu'on fait, that's it.
Moi, j'ai transversé toutes les barrières de diversité en termes de type d'école, de type d'industrie, d'endroit où je vis, tout simplement parce que aujourd'hui, dans mon Saint-Boniface, là où je vis, mes enfants, je les emmène prendre la crème glacée. En face, il y a une maison de retraite où il y a des mamies. Et bien, à chaque fois qu'on va prendre une crème glacée, on prend de la crème glacée, on va donner aux mamies et on discute ensemble. Nous faisons partie du décor. Oui. Ma fille, elle est Saint-Bonifacienne, elle est née, a grandi là, c'est chez nous, nous sommes ensemble et nous avons un devoir d'avoir ce discours afin d'être inclusif. Tout à fait. Et de nous faire connaître. On inclut beaucoup de diversité et inclusion par la force des choses. Par la force des choses. Mais c'est ces petits éléments qui font qu'on est, tout le monde à son niveau est accepté tel qu'il est. Personnellement, voilà. Peut-être que j'ai fait trop de pays, j'ai été trop unique dans tout ce que j'ai fait. Bon, Khadija, toi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? Oui, vas-y. On veut t'entendre t'exprimer, parce que je sens qu'il va y avoir un débat entre... Voilà. Exactement. Est-ce qu'on est arabe ou on ne l'est pas? Comment on se sent? J'avais arrêté de parler de ça. Je fais autrement. Mais, Doro, je crois qu'il y a des choses que nous devons faire nous-mêmes. Voilà. Je crois qu'on doit, à un certain moment, peut-être que je me trompe, mais je vois qu'en tant que personne immigrante, que femme immigrante, tu as parlé la femme arabe, noire, tu as tout à fait raison. Je comprends très bien ce que tu veux dire, mais la femme berbère, marocaine, elle a la même situation. Voilà. Le racisme, on le retrouve partout. Il est chez nous aussi. J'ai vécu le racisme au Maroc quand j'étais enfant. On n'appelle jamais parce qu'on a grandi dans une ville arabe. Et on ne nous appelait jamais avec notre nom. C'était la famille des Shlouh. Et Shlouh, c'est un mot arabe qui veut dire une personne nue. Il paraît, mais je ne peux pas le confirmer, il paraît que berbère vient du mot barbare. Alors, on a tous... Voilà. Il y a du racisme partout. Maintenant, je crois que nous devons faire des choses. Il faut sortir de cet esprit de victime, ce que j'ai vécu longtemps, ce que j'ai joué. J'ai senti à un moment donné que je jouais beaucoup la victime et j'en avais marre. Je dis non, je ne suis pas victime. C'était pas facile de se lancer en affaires quand tu t'appelles pas, tu sais, avec mon prénom, avec tout ce qui se passe, avec la communauté musulmane, mais aussi avec mon corps, ma voix. C'est toutes des petites choses qui amènent une sorte, qui vont faire que tu vis une certaine discrimination. Mais à un moment donné, j'ai dit non, non, non. Je ne suis pas victime de rien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, oui, il faut qu'on s'approche, qu'il y a plusieurs choses, mais je ne crois pas qu'on a le temps des anecdotes qui non, malheureusement, il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais essayer d'être vite, c'est que il y a ce que tu fais, Doro, est vraiment essentiel. Il faut le faire, puis il faut en avoir plus, puis il faut faire ça en groupe avec d'autres organisations. Le gouvernement aussi a du travail à faire. Ouais. Et les écoles. Et moi, s'il y a un endroit où je crois que le monde peut changer, mais c'est au niveau des écoles. Alors, nous, on doit s'impliquer dans les écoles. L'éducation qu'on doit, nous, comme parents... effectivement, je pense que... Et c'est pour ça que je posais la question, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Parce que moi, je trouve remarquable, justement, que Dorothy ait fait ce mouvement-là. Et je pense que ça inspire aussi beaucoup d'entrepreneurs. Et puis aussi, je me permets de dire qu'en faisant ce mouvement-là, ça a ouvert la porte à toutes les autres communautés. Oui, absolument. Il y a eu un virage. Et je trouve ça intéressant aussi ce que disent Indira et Khadija, parce que, oui, on va aller plus loin. Oui, le racisme, il y en a partout. Puis on n'est pas dans la compétition qui le vit plus, parce que sinon, les Autochtones, les Juifs, on est tous dans le même sac. Par contre,
ce qui est important aussi de souligner, c'est que nous avons des réalités, des obstacles différents. Absolument. Et il n'y a personne ici qui joue la victime. Au contraire, je pense qu'on est tous très fiers. Et ce n'est pas pour rien qu'on est dans la semaine de la culture entrepreneuriale. Puis le panel, ce sont les femmes entrepreneurs issues de la diversité. Magnifique. Donc, si je vais dans le même raisonnement, pourquoi à ce moment-là, il n'y a pas une femme québécoise tricotée serrée qui était à côté de nous? Parce que nous sommes toutes femmes, si on veut un dénominateur commun. Mais pourquoi il y a cette différence-là? C'est parce qu'il y a des réalités, des obstacles que nous vivons. De la même manière que les femmes et les hommes vivent des choses différemment. Absolument. Alors, c'est juste ce point-là que je voulais mentionner et que pour moi, bien, encore une fois, je suis fière de qui nous sommes et nous prenons le vivre ensemble, l'inclusion. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que c'est un mouvement inclusif. Inclusif qui met en lumière des femmes noires parce qu'on sait très bien, en aidant les femmes noires, c'est toutes les autres femmes qui vont en bénéficier comme on le constate actuellement dans l'écosystème entrepreneurial. Bien dit, bien résumé. Un devoir d'être inclusif. Josette, je vais revenir sur un sujet avant celui-là. Quand tu parlais de l'équipe, moi, j'ai choisi de ne pas avoir des employés, mais plutôt d'avoir des consultants avec qui je travaille. Alors, c'est des personnes qui, pour différentes raisons qui me reviennent, mais je voulais juste dire qu'il y avait cette possibilité aussi. On peut avoir des employés, mais on peut travailler avec des travailleurs autonomes, avec qui, avec le temps, on construit une certaine relation. Et il faut que ce soit des gens qui partagent. Oui, c'est sûr. Et là, on revient à la même chose. Il faut les analyser, il faut chercher. Merci de souligner ça parce que souvent, quand on est un entrepreneur en démarrage, par exemple, comme beaucoup ici, on pense qu'il faut absolument avoir des employés alors que ce n'est pas nécessairement le cas. On peut avoir des pigistes, des collaborateurs, des consultants, etc. Merci beaucoup d'avoir souligné ce point. Il nous reste peu de temps, moins de 10 minutes. J'aimerais pouvoir laisser l'opportunité de poser des questions à ceux qui sont en ligne et dans la salle. Mais comme dernière question, j'aimerais vous demander quel conseil vous aimeriez donner à un entrepreneur qui soit se pose la question pourquoi je devrais démarrer une entreprise ou quelqu'un qui est déjà en affaires mais qui a des défis, qui vit certaines choses, certains challenges comme vous l'avez vécu. Qu'est-ce que vous diriez à ces entrepreneurs-là pour les encourager à continuer ou tout simplement à se lancer? Je vais commencer par toi, Indira. Patience, résilience, tolérance. Allez-y avec passion. Vous tombez, vous vous relevez. Vous tombez, on se relève. On tombe et on se relève. Tout le temps. Tout le temps. Être résilient, résilient, résilient. Occupez-vous de vous. Votre corps, votre âme est la plus belle chose. C'est ça qui vous amènera loin. Merci. Merci beaucoup. Khadija? Il y a bien sûr ça. J'ajouterais... Parce qu'on tombe souvent, surtout au début. C'est vrai. J'ajouterais demander de l'aide. Avoir de l'humilité, demander de l'aide. C'est incroyable. Les gens veulent aider. C'est quand tu demandes l'aide avec humilité et que tu l'exprimes bien, les gens aident. Les gens aident, c'est vrai? Oui, c'est vrai les que gens. les gens aident. Merci. Dorothy? Moi, je vous dirais, écoutez votre voix. Faites-vous confiance. Vous allez être entouré de bonnes personnes, mais vous allez toujours rencontrer des gens qui vont vous dire c'est peut-être pas une bonne idée. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Et des fois, c'est de notre proche entourage. Les étés noirs. Mais faites-vous confiance. Écoutez cette petite voix-là, cette intuition-là. Si vous sentez que ça peut fonctionner, faites-le. Allez-y. Puis de toute façon, je pense que Indira l'a mentionné, ça prend des échecs, ça prend des risques. Ça fait partie de la vie de l'entrepreneuriat. Donc, écoutez votre voix, faites-vous confiance. Ceux qui ne sont jamais tombés, ceux qui n'ont jamais essayé. Hein? Donc, ce qu'elle dit, là, moi, là, dans mes années les plus charnières, 2012, j'ai dit à personne ce que je faisais. Parce que ce que je fais, ça prend une année pour faire les 5 choses. Moi, j'en ai fait 5 la même année. Et j'ai dit à personne, mais je suis allée. Donc, ça a marché. Chacun des 5 a marché. Donc, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour les autres qui ont peur pour moi. C'est bien dit, ça. Voilà. Donc, sincèrement, là, accompagnez-vous. Faites-vous accompagner par les bonnes personnes émouvantes. Vous avez besoin de valider.
appelez des entrepreneurs un petit peu fous, là, qui cherchent qui sont en plein dedans. Ils vont vous accompagner. Sincèrement. Des gens qui nous challengent, qui nous disent qu'on est puis, capable. faites bien les choses. Faites-les correctement. Moi, je n'aime pas les choses à demi-mesure. Sincèrement, je me sépare jamais. Quand je me sépare, c'est qu'il y a de la triche ou c'est pas correct. Sinon, je suis tellement tolérante que je peux tolérer 20 ans. J'ai aucun palabre. Mais quand commence à venir la triche et le non-respect, ça, là, je ne suis pas dedans. Tout à fait. Faites-le bien. Fait. Voilà. Restez sur la personne sur qui on est, sur nos valeurs, sur notre intégrité. Merci, j'aime beaucoup. Je continuerai encore 1 heure, mais j'aimerais quand même laisser l'opportunité à quelques personnes de poser des questions. Est-ce qu'il y a... Je vois qu'ici, Paulandre a le micro. Vas-y. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bravo, félicitations. Super, super inspirant. Comme vous le savez, il y a le live Facebook en ce moment, donc je vais quand même dire les commentaires des gens dans le Facebook Live. Donc, attendez-moi un instant. Avant de laisser la place aux participants qui sont dans la salle, je tiens à dire qu'il y a Mme Diallo qui dit qu'elle est très fière de vous, que vous représentez une très belle diversité. Il y a aussi Mme Sarah qui dit que vous êtes magnifique et vraiment que ça l'inspire et elle vous souhaite une belle continuation. Et elle trouve également que vous faites une très belle image justement des femmes dans la diversité dans l'entrepreneuriat. Donc, s'il y a des questions dans le public, je peux me déplacer. S'il y a des questions pour les panélistes aujourd'hui, juste lever la main, je vais venir vous voir pour... Oui. Bonjour. Moi, ma question, ça serait quand on parle de jeunes femmes, donc très jeunes, enfin jeunes, 16, 17, 18, la jeune vingtaine. Et mon âge. Par exemple. Notre âge. Issus de la diversité, qu'est-ce que vous pensez si on veut les encourager vers l'entrepreneuriat, où il y a des idées qui sont souvent, à ce moment-là, on est un peu, c'est vague, là, j'aimerais être entrepreneur, je ne sais pas. Est-ce que l'étape la plus dure, ça serait d'apprendre tout, le plan d'affaires, la technologie, en fait, le truc technique, ou c'est juste d'oser passer à l'acte et passer sur prototypage, quelque chose? En fait, qu'est-ce que vous pensez qu'est l'étape, la première, quand on parle de jeunes femmes et issues de la diversité, qu'est-ce que vous pensez qu'est l'étape la plus dure à passer? On parle de 18 ans, hein? On parle de 18 ans, 20 ans, entre 16 et 25. Je vais prendre la question, elle me passionne. OK? Ces temps-ci, surtout avec la COVID, on a beaucoup de personnes qui lâchent l'école. Okay? C'est universel. Okay? L'école paye. Avoir le systématique système dans lequel on apprend à se réveiller tous les matins, faire des examens, lire, échouer, repère, c'est un processus. C'est certifié par un processus. Ce processus que vous fassiez en ligne, de la maison, des banques universités, c'est la base pour pouvoir se lancer. Maintenant, sincèrement, n'importe quelle étude que vous faites, l'essentiel, c'est d'avoir un premier petit diplôme. Okay? C'est très difficile de commencer à être entrepreneur. Tu ne sais pas lire, écrire, processus, faire un plan d'affaires, le processus d'apprendre. Elle disait qu'elle ne savait pas le plan d'affaires, mais elle l'a appris. Pourquoi? Parce qu'elle a été à l'école. Il y a un basique. Donc, faisons le basique, là. Finissons notre DEC, finissons notre première université, là, un bac, puis on parle. Donc, moi, les jeunes, voilà mon conseil que je donne. Est-ce qu'on peut devenir entrepreneur en étant à 18 ans exactement comme elle a fait par un amour de cœur et la flash? Oui, l'exception fait la règle. Mais ne prenez pas cette exception pour en faire tout le temps. On se comprend? Donc, ce que vraiment, là, et je suis quelqu'un qui regarde énormément les CV, quand à 23 ans, entre 23, 24, 25 ans, l'université n'est pas finie, il n'y a pas de boulot à côté, on a un problème. Il y a un problème d'identité, voilà, dans lequel il faut se reconcentrer pour, bien sûr, aller vers quelque chose. Tout le monde a un potentiel. Chaque individu a un potentiel. Mais de règle générale, si on suit ce parcours, on reste quelques années dans une bonne entreprise. Je dis bien, on a l'art et la manière aujourd'hui de la facilité. Au premier échec, on démissionne. Quoi? On a essayé 5-6 mois et bof, c'est bon. Je pense que je vais aller voir ailleurs. Je pense que je sais ce que je veux. Et puis, on a tellement le choix, parce qu'on est majeur à 18 ans, et on a 100% le choix de faire ce qu'on veut. C'est énormément de responsabilité sur les épaules de 18 ans. On a une tante, on a une amie, on a une Dorothy, on a une Indira, on a d'autres personnes qui sont là. Faites-vous accompagner et puis suivez un peu le moule, la révolution de liberté. J'ai aucun problème vis-à-vis de ça, mais ça vient avec un petit peu de respect par rapport aux bases établies, telles que, voilà, quelques petites bases établies. Voilà mon conseil.
Vas-y, ma fille. Tu voulais dire quelque chose? Non, non, vas-y. Ben, en fait, j'allais donner des noms d'organismes. Mais moi, je suis un peu d'accord avec ce que dit Indira, parce que je suis maman, donc c'est sûr et certain que l'école avant toute chose, mais comme je sais que mon fils est à l'école et qu'il ne verra pas ça... Il va le voir après, c'est sur Facebook Live. Mais je crois aussi beaucoup à la créativité. Ouais, absolument. Je crois beaucoup qu'il faut stimuler. Donc, moi, personnellement, à 16 ans, 18 ans, si déjà la personne a déjà... c'est une personne qui est déjà méthodologique, qui a déjà une rigueur de travail, fine, lui montrer déjà un plan de travail, ça va t'exciter de faire la page couverture, tout ça. Mais tandis qu'il y en a d'autres, ça peut les reculer, ça peut tuer cette flamme-là. Et moi, c'est pas ça que je veux. Je veux allumer cette flamme-là. Alors, ce que je vais faire, je vais lui montrer toutes les facettes de l'entrepreneuriat. Regarde, lance ton idée. Après ça, cette personne-là va se heurter à certaines choses qui va se dire « OK, je n'ai pas le choix, il va falloir que je m'assoie devant un papier, crayon et commence à rédiger certaines choses. » Donc, moi, c'est toujours l'idée que je ne veux pas tuer la flamme, je veux stimuler les jeunes parce qu'effectivement, comme disait Indira, on fait face à une autre génération. Comme je dis souvent, c'est la génération F pour facile. Bon, j'irai pas plus loin parce que ça, c'est le discours que j'ai avec mon fils et mes nièces. Mais j'irai avec la créativité. Tu sais, miser sur ça, stimuler, puis qu'elle se dise « Ah, wow, c'est le fun, c'est intéressant. » Mais après ça, quand tu avances, tu as la comptabilité, tu as les ventes, tu as tous ces aspects-là, puis que oui, comme dit Indira, c'est sûr que si tu as des études, ça t'aide encore mieux. Mais si tu ne l'as pas, tu vas être obligé de t'asseoir et chercher de l'information et apprendre. Et je pense que, Khadija, tu voulais partager des Oui, organismes? on est tous d'accord que l'école est importante. Ça on est d'accord. Mais moi, je ne suis pas très d'accord sur... Moi, je crois que l'entrepreneuriat est un apprentissage en soi. Absolument. C'est la meilleure école pour apprendre c'est quoi un plan d'affaires, c'est quoi un modèle d'affaires, c'est quand tu l'appliques. Je l'ai faite avec mes enfants. Je les amène, moi, mes enfants, je discute avec eux. On n'a pas, mais au-delà de ça, il y a Ose entreprendre. Il y a un volet spécial pour les moins de 18 ans. Vous pouvez regarder à ce niveau. Il y a aussi, je crois que c'est dans le cadre de ça, c'est au mois de juin, si je me rappelle, il y a une journée de l'entrepreneuriat pour les enfants. Mais moi, ce que je fais avec mes filles, c'est surtout, OK, tu veux faire ce projet? Correct. Alors, de quoi as-tu besoin? Ben, voilà mon fichier Excel, je l'ouvre, puis je dis, ici, tu écris 1. Acheter les colorants. Et on va emmagasiner les colorants dans plusieurs magasins. Puis je dis, ben, regarde, on va les calculer. Alors, pour moi, ça devient un apprentissage en soi. Je prends le temps de le faire et je le fais avec eux, ce qui fait que même si on ne le finit pas, ce projet, parce qu'entre-temps, on a une autre idée géniale qui nous passionne plus, correct, qu'est-ce que tu as appris de celui-là avant qu'on passe à l'autre? Pourquoi tu l'arrêtes? Et là, je pose toutes ces questions. Et là, on passe, bah, OK. Là, on peut passer à un autre. Et j'ai mon neveu de 16 ans. Lui, il a son entreprise, il s'est déclaré maintenant. Et je suis en train de travailler pour lui donner un petit contrat. Et tu sais, on se parle, il est aux études. Ça, c'est la première chose. Mais on se parle, puis bah, je crois que tu dois réfléchir à celle-là. Puis là, on parle comptabilité, je lui explique en même temps. Alors, moi, j'encouragerais, puis il y a Ose entreprendre, allez sur le site d'Ose entreprendre, je crois qu'il y a beaucoup de références. Mais je vais juste faire une petite parenthèse, je me rappelle, à l'époque, quand j'appréciais Trump, il y avait son émission The Apprentice. Ah oui, à cette époque-là où tout le monde l'appréciait. Oui. Exactement. Et il y avait l'équipe il y avait l'équipe des étudiants qui sortaient de Harvard, de cette école d'élite, qui avait aussi un bac en administration pour se lancer en affaires. Et il y avait l'équipe street qui avait appris de la rue. Et l'équipe qui avait gagné, c'était ceux de la rue. Et pour moi, ça a été très, très révélateur parce qu'il faut toujours penser aussi à ceux qui décrochent. Donc, comment on fait pour ramener ces gens-là? Donc, moi, je dis toujours qu'il y a possibilité pour toute personne. Ceux qui vont en études, puis ceux qui ne s'intéressent pas aux études, mais à un moment donné, ça va te ramener
ça va te forcer, comme elle disait, c'est un apprentissage forcé. Ça va te ramener quand même devant un livre, un cahier, parce que tu n'as pas le choix de faire la comptabilité, tu n'as pas le choix de toucher au marketing. Mais je ne voudrais pas qu'une personne soit découragée parce qu'on pense, puis on met beaucoup de l'emphase sur l'étude. Ça fait partie de nos valeurs, c'est ce que je peux voir. On est tous les 3 mamans. Ça fait partie de nos valeurs, mais je ne voudrais pas qu'une personne qui nous écoute, qui n'a pas fait d'études ou bien qui a décroché, au contraire, je pense que c'est peut-être une voie qu'on devrait présenter aux décrocheurs, voir que, écoute, tu as une idée, on peut essayer de la mettre sur pied, puis ça va les stimuler, puis ça les ramène sur le marché. Ouais. Il y a de la place pour tout le monde. Pour tout le monde. Merci. On peut voir que c'était une excellente question parce que les réponses sont vraiment bien. Merci pour une bonne question. Il nous reste peut-être 4 minutes. On attend pour une autre question. On a du temps pour une autre question. Okay. On va la prendre dans le live. Donc, il y a Flo qui nous dit « L'entrepreneuriat semble être la mouvance du moment. Est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde? Qui veut répondre? Non, moi, je ne dirais pas que c'est fait pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut être médecin. Ce n'est pas tout le monde qui peut être infirmière. On vous parle, ça a l'air super intéressant, mais je ne me rappelle plus qui disait ça, mais tout le monde disait, on tombe, ça fait mal, l'entrepreneuriat. C'est un parcours seul, même si on est bien entouré, mais quand on est leader du projet, quand c'est nous qui avons la vision, on est seul dans cette voie-là, et ce n'est pas facile. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire un marathon. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités physiques, ce n'est pas tout le monde qui va s'entraîner. Donc, non, je ne crois pas que l'entrepreneuriat, c'est fait pour tout le monde, comme plein de choses. Ça, c'est mon avis à moi. Moi aussi, je crois que c'est pas... En fait, ça, comme tu disais, par contre, moi, je crois qu'il faut revenir à la définition de l'entrepreneuriat. J'ai l'impression que quand je parle à des jeunes sur l'entrepreneuriat, on passe directement Facebook, Apple... Le magasin au petit coin, là, c'est de l'entrepreneuriat. Un salon de coiffure, c'est de l'entrepreneuriat. Tout ça, c'est de l'entrepreneuriat. Alors, on peut être intra-entrepreneur aussi, entrepreneur au sein d'une entreprise, à l'interne. Il y a différentes formes que ça peut prendre. Je crois qu'il va falloir revenir à la vraie définition de l'entrepreneuriat. Et là, en revenant là, je crois que Ben justement, Khadija, c'est un bon lien avec le prochain panel qui va parler des différentes sortes d'entrepreneuriat. On va parler d'entrepreneuriat social, comme l'organisme de Dorothy, mais aussi d'innovation, d'entrepreneuriat culturel, sportif, etc. Donc, effectivement, il y a différentes sortes d'entrepreneuriat et il faut choisir sa voie parmi ça ou accompagner les entrepreneurs aussi est une voie comme la CEDEC le fait. Donc, effectivement, je pense que c'est une bonne façon de le résumer. Mais merci beaucoup, mesdames. Merci énormément d'avoir pris ce temps pour pouvoir nous inspirer. Comme je vous le disais, ce sont des entrepreneurs, vous l'avez constaté, qui m'inspirent. J'espère qu'elles ont pu vous inspirer par tous leurs accomplissements. Je vous invite à voir leur site Internet, à les contacter sur LinkedIn. Elles sont très disponibles. Je vous le dis parce qu'elles ont le cœur à donner. Elles l'ont fait ici pour nous. Donc, merci énormément, Dorothy Rowe, Khadija El-Bouali, Indira Moudi, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Excuse-moi, Josette, je vais prendre 2 secondes. Je suis en recrutement de la 2e cohorte pour les femmes parce que, comme je dis, je veux créer une communauté et je cherche des femmes de l'Inde, du côté du Moyen-Orient, alors Israël, Palestine, l'Égypte, etc. Malaisie? Magnifique. Je crois que Malaisie, parce que j'apprendrai bien. L'Amérique latine. Alors, si vous avez des contacts... je pense qu'on pourra donner tes coordonnées sur la page Facebook, effectivement, si tu recherches. Parce que le but aussi du panel d'aujourd'hui, c'était de vous inspirer, mais aussi de partager. Donc, oui, je pense que si vous connaissez des gens qui pourraient être les prochaines chefs présentes chez IGA, tout à fait. Vous connaissez aussi des gens qui pourraient être avec Audace au féminin, qui peuvent participer au mouvement des femmes. Et si vous connaissez aussi des gens qui ont besoin de viande halal ou autre, Viande La France est là aussi pour nous. Ils sont à travers le Québec. Donc, merci encore une fois, mesdames. Merci à vous d'avoir assisté au Facebook. Je vous invite à continuer vos commentaires sur le live. Nous pourrons y répondre. L'équipe de la CEDEC pourra y répondre par la suite.
Ce live va être diffusé par la suite dans les prochains jours, dans les prochains mois. Donc, si vous l'avez raté ou si vous avez des gens que vous pensez qui pourraient être inspirés par cette discussion, je vous invite à les partager. Donc, merci énormément et à bientôt pour le prochain panel avec ma collègue Béatrice.